Somnifère, le podcast. Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Écrit Marguerite Yourcenar. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 14 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme simple, discret et sensible qui va faire une découverte surprenante en pleine forêt. Une découverte qui va le mener à prendre une décision qui va bouleverser sa vie. C'est une nouvelle de Marguerite Audoux intitulée L'oiseau rare. Et juste avant cela, notre séance de relaxation ce soir est un voyage audio, celui du lac que vous êtes plusieurs à m'avoir réclamé sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques instants pour relâcher tous vos muscles, en partant de vos pieds et en remontant progressivement, de sorte à ce que votre corps s'abandonne complètement sur le matelas, sans tension. Pensez également à relâcher tous les petits muscles au niveau du visage, la mâchoire, le front, les sourcils. Lorsque vous êtes prêt, je vais vous demander de former dans votre esprit l'image d'un lac. Ce peut être un lac que vous connaissez bien et que vous fréquentez régulièrement. Un lac que vous avez vu en photo. Ou un lac tout droit sorti de votre imagination. Portez simplement votre attention sur votre lac et tentez d'en avoir une image aussi claire que possible dans votre esprit. Notez comme cette étendue d'eau est calme et semble simplement posée là, à la surface de la terre, sans être en attente de rien, sereine et constante. Un peu comme nous, qui avons décidé de nous arrêter, d'être simplement là. Si vous observez la surface du lac avec un peu plus d'attention, vous remarquerez que ce n'est jamais la même. Pourtant, le lac, lui, ne bouge pas, mais il change au fur et à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. La lumière sur l'eau se reflète alors de différentes manières. Il change en fonction de la météo. Parfois, les jours très calmes, la surface reflète pratiquement tout avec une grande précision. Les nuages, les oiseaux, le soleil, les arbres.
La nuit, il reflète la lune et les étoiles. S'il y a un peu de vent, apparaissent alors des ondulations qui provoquent la disparition des reflets. Le lac est alors flouté, un peu comme une peinture de Van Gogh. La lumière du soleil peut scintiller dans les ondulations et valser avec la surface de l'eau. Un peu comme des pierres précieuses dont on ne peut pas se saisir, car elles sont immatérielles. Quand vient la nuit, c'est au tour de la lune de faire briller ses reflets blancs sur la surface du lac. Nous avons cela en commun avec les lacs de vivre des moments de calme et d'immobilité totale, où notre esprit est clair, et d'autres moments peut-être où la surface est perturbée, agitée. Mais cela ne dure jamais et il y a toujours ce calme où se réfugier en dessous de la surface. Continuez de porter votre attention sur votre lac alors que je vais vous lire un poème de Lamartine issu des méditations poétiques. C'est un poème que Lamartine a écrit pour sa muse, Julie Charles. Les deux jeunes gens se retrouvaient souvent au lac du Bourget, mais la vie a décidé de les séparer. Lamartine décide de se rendre à nouveau au bord de ce lac, en souvenir de ses temps passés en compagnie de Julie, et il est alors surpris de trouver le lac et la nature complètement identiques à son souvenir, restés les mêmes et indifférents au souvenir de leur bonheur passé. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dont la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence, tes flots harmonieux.
coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? En pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac est dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Portez à présent simplement votre attention sur votre respiration.
et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Marguerite Audoux, l'oiseau rare. De son pas traînard et régulier, le père Sylvain, après une semaine d'absence, venait reprendre son travail de bûcheron dans la forêt de Bondy, tout près de l'endroit où venait d'avoir lieu le pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges. Contrairement à son habitude, il ne sifflotait pas tout en marchant. Et si, comme à l'ordinaire, il gardait paisiblement ses poings dans ses poches, ses fortes épaules, comme en colère, remuaient par saccades et déplaçaient violemment le bissac qu'il portait en bandoulière. À chaque instant, il s'arrêtait en grognant, et du bout de son gros soulier ferré, il roulait et enfonçait dans la terre les papiers gras qui s'étalaient sur son chemin. Tous les ans, à l'automne, c'était la même chose. Il le savait bien, mais il ne pouvait rester calme à regarder sa forêt toute salie. Jamais il n'avait voulu assister à ce pèlerinage. Il savait seulement que de joyeuses bandes de Parisiens y venaient en partie de plaisir et qu'il s'y faisait un grand commerce. C'était un homme simple et peu bavard. Depuis longtemps, on l'appelait le père Sylvain, quoiqu'il n'eût pas d'enfant. C'était son grand regret. Et comme pour les remplacer, il rapportait à sa femme tous les oisillons tombés des nids qu'il trouvait dans la forêt. La mère Sylvain les nourrissait et les élevait avec soin. Mais dès qu'il sentait leurs ailes assez longues, il les ouvrait et quittait la maison pour s'envoler au bois. Le père Sylvain montrait toujours du dépit au retour de son travail, en ne retrouvant plus les petits, et sa femme, pour lui rendre sa bonne humeur, ne manquait jamais de lui dire: « Mais voyons, il faut bien que les oiseaux s'envolent. » La dernière fois, devant son furieux mécontentement de la fuite d'un oiseau qu'il comptait bien apprivoiser et garder toujours, la brave femme, pour le consoler, lui avait dit en riant: « Si un jour tu m'apportes un oiseau rare, je le mettrai en cage et ainsi tu le retrouveras chaque soir en rentrant. » Arrivé devant sa hutte, le père Sylvain fut bien surpris de voir que l'entrée en était fermée par un vieux jupon accroché aux branches sèches des fagots. Il pensa qu'une mendiante avait trouvé là un refuge, et il secoua le jupon en criant. Il attendit, et comme le silence continuait, il déplaça un peu le jupon pour regarder derrière. Mais ce qu'il vit lui sembla si extraordinaire qu'il jeta brusquement de côté le mauvais rideau et entra dans la hutte. Il se baissa aussitôt devant un gros tas de fougères et il resta là, le dos courbé, les mains sur les genoux, et si stupéfait qu'il dit tout haut: « 3 petits enfants qui dorment bien. » Tout près de lui,
Un garçon de 5 ou 6 ans dormait sur le dos et sa poitrine servait d'oreiller à une petite fille de 2 ou 3 ans dont les cheveux presque jaunes s'éparpillaient comme de la soie en effiloche. Quant au troisième, il était si bien enfoui dans la fougère qu'on ne voyait de lui que sa tête rasée et parfaitement semblable à celle du premier. Tout au fond de la hutte, il y avait un autre tas de fougères où personne ne dormait, mais où traînaient de vieux vêtements posés comme des couvertures. Le père Sylvain, toujours baissé, regardait tout cela lorsqu'une voix forte venant du dehors dit tout à coup : « Qu'est-ce que vous faites là ?» À l'instant même, le père Sylvain fut debout devant une femme qui posait sur lui un regard hardi en répétant avec autorité : « Qu'est-ce que vous faites là ?» Le père Sylvain n'avait rien à répondre, il montra seulement du doigt les enfants en demandant à son tour : « C'est vous la mère ?» « Oui, c'est moi, » dit la femme sans baisser le ton. Le père Sylvain avait bonne envie de lui poser d'autres questions. Il aurait voulu savoir pourquoi elle était si misérablement vêtue, pourquoi elle portait au bras un panier rempli de petits paquets aux enveloppes sales, qu'il devinait être des restes de nourriture ramassés n'importe où. Il aurait voulu savoir pourquoi les enfants dormaient dans la fougère et où était leur père, et il demanda : « Est-ce que votre mari est bûcheron aussi ?» Elle eut un geste par-dessus l'épaule. « Oh, mon mari, » fit-elle. Et sans plus s'occuper du père Sylvain, elle posa son panier et appela les enfants qui arrivèrent aussitôt en secouant leurs fougères. Peu après, assis sur le même fagot que leur mère, 2 garçons de même taille et pareillement dépenaillés dévoraient des croûtons graisseux, au creux desquels restaient encore quelques débris de charcuterie, tandis que la petite fille, tout en grignotant du bout des dents, sautait sur un pied et menaçait à tout instant de tomber dans le panier au paquet sale. La femme gronda : « Vas-tu rester tranquille, Tati ?» Mais Tati continuait de sauter, si légère qu'elle ne parvenait pas même à froisser les herbes. Elle ne semblait vraiment faite que pour sauter ou voler. Ses petites jambes maigres, noircies par le hâle et la poussière tout autant que ses pieds nus, faisaient penser à des pattes. Ses menus coudes, constamment en mouvement pour assurer son équilibre, avaient beaucoup de ressemblance avec les ailes sans plumes des oisillons, et son petit jupon rouge, recouvrant à peine le ventre et s'allongeant par derrière comme une queue, rappelait au père Sylvain un drôle d'oiseau tout en hauteur qu'il avait vu un jour au jardin des plantes. Sans cesser de sauter d'un pied sur l'autre, elle appelait d'une voix fluette et harmonieuse : « Bertin !» Et brusquement, en 3 sauts, elle fut près du garçon qui lui avait servi d'oreiller et qu'elle voulait entraîner au jeu. Mais Bertin n'avait pas envie de jouer. Il préférait rester tout à côté du panier au fond duquel il y avait encore quelques petits paquets. La mère fit un geste de menace à Tati qui disparut derrière un arbre en continuant son appel modulé comme un chant. En même temps qu'elle, s'envolèrent 2 moineaux qui convoitaient les miettes de son croûton et que le même geste avait effrayé. Silencieux, le père Sylvain restait toujours là, les bras ballants, attendant, il ne savait quoi, lorsque la femme se mit à se lamenter. Elle disait : « Tout le temps que la fête a duré, il est venu des dames et des messieurs qui m'ont donné des sous. Il y avait aussi des marchands de pommes de terre, et les enfants en avaient autant qu'ils voulaient, mais depuis hier, il n'y a plus personne dans la forêt. Et ce matin, j'ai ramassé tout ce qui peut se manger et que les gens avaient jeté dans l'herbe. » Elle repoussa Bertin qui allongeait sournoisement la main vers le panier. « Celui-là a toujours faim, dit-elle. Et quand il a mangé sa part, il mangerait encore celle des autres. » Peu rassasiée elle-même, elle poursuivait ses lamentations.
Elle disait ses craintes lorsque l'hiver viendrait et personne pour leur venir en aide. Si encore elle n'avait pas Tati, qui ne voulait rien manger et ne deviendrait jamais robuste comme ses frères. Le père Sylvain ne semblait pas l'entendre. Il suivait des yeux Tati qui s'éloignait en sautillant et gazouillant, et il prêtait l'oreille à sa voix harmonieuse qui s'effaçait peu à peu. La femme, tout en parlant, prêtait aussi l'oreille à la petite voix déclinante, mais son regard ne quittait guère le père Sylvain. Soudain, elle se plaça devant lui, et ce fut comme si elle demandait la charité quand elle dit « Les garçons savent déjà mendier, mais la petite ne sert qu'à m'embarrasser. » Tous deux alors, face à face, se regardèrent profondément, comme si leurs yeux avaient de la peine à déchiffrer une page embrouillée. Puis la femme, les deux mains levées, eut l'air d'offrir une très belle chose, tandis que le père Sylvain arrondissait son bras comme s'il s'apprêtait à soutenir un objet très fragile. Ils prirent encore le temps de se sourire, ainsi que des gens parfaitement d'accord, et aussitôt, le père Sylvain consolida d'un coup d'épaule son bissac et s'en alla à grands pas sonores vers l'endroit où Tati venait de disparaître. Bientôt après, sur la route opposée, la femme poussait devant elle ses deux garçons qui pleuraient en appelant leur petite sœur. Le soir, à la nuit tombante, quand le père Sylvain déposa Tati sur la table où la soupière fumait déjà, la mère Sylvain, tout intriguée, demanda en s'approchant « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça, dit tout joyeux le père Sylvain, c'est encore un petit oiseau tombé du nid. » Et devant l'air stupéfait de sa femme, il ajouta en soulevant les coudes pointus de Tati. « C'est un oiseau rare, mais tu n'auras pas besoin de le mettre en cage. Il faudra du temps avant que ses ailes deviennent longues. » La mère Sylvain ne pouvait détourner ses yeux de la fine bouche de Tati, de ses yeux bleus, de ses cheveux jaunes et de son petit cotillon rouge. « Quel oiseau ?» dit-elle en riant à son tour. À table, très haussée sur sa chaise, Tati prit tout de suite à pleine main la soupe qui emplissait son assiette. Puis elle allongea sa langue pour essayer de laper comme un jeune chien. Ce que voyant, la mère Sylvain l'obligea de prendre sa cuillère. Mais au lieu de s'en servir pour manger, Tati s'en servit pour taper à grands coups sur sa soupe, faisant rejaillir le bouillon sur les autres et sur elle-même, éclaboussant le pain, le fromage et même les confitures dont on venait d'ouvrir un pot exprès pour elle. Et le père Sylvain, au lieu de gronder, riait. Bonne nuit. Bonne nuit.